nous ont rejoints, ce soir, le sujet est un sujet un peu compliqué, je l'avoue. Un sujet qu'on n'a pas encore traité depuis la création de nos rendez-vous copro. On n'a jamais abordé ce thème. Donc, je suis très contente de le faire ce soir avec des experts et des spécialistes de ce secteur. C'est un domaine un peu technique. Donc, on va essayer, donc ça c'est aussi un message que je fais passer à nos professionnels de ce soir, d'essayer d'avoir un vocabulaire accessible à tous, pas trop de jargon métier, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que pour les copropriétaires qui sont avec nous ce soir, voire même des gestionnaires de copropriété ou syndics, ce sont des personnes qui voient, eux, en tant qu'usagers, l'usage donc justement de la télé, des antennes, de leur mobile, la fibre optique aussi, mais qui ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne. Et ce qu'ils voient souvent, c'est que c'est un peu le bazar dans leurs armoires électriques, là, sur les paliers. Et d'ailleurs, on a eu quelques questions, je voulais remontrer aussi par rapport à ça. Alors, on a fait un sujet un peu large, je l'avoue aussi, parce que bon, on a voulu tout regrouper dans cette même thématique et on va parler ce soir aussi bien de la télévision terrestre numérique qu'on appelle la TNT. On va parler également de la fibre optique, mais qui apporte la télé et qui apporte aussi un certain nombre de services dans les immeubles. On va parler des antennes relais qui sont sur vos toits ou terrasses et qui permet justement de déployer ces fréquences qui permettent d'avoir, jusqu'à présent c'était la 4G et maintenant c'est la 5G, donc avec un usage sur vos téléphones mobiles et en particulier, mais pas que, on verra aussi. Et on fera aussi un peu de prospective, c'est-à-dire qu'on verra justement à quoi ça sert tout ça. Est-ce que vous allez pouvoir en profiter? Est-ce que ce sont plutôt des contraintes et des choses que vous subissez? Ou est-ce que c'est plutôt un bénéfice et des avantages qui vont nous permettre peut-être d'avoir un immeuble et une copropriété différente demain? Donc, la petite présentation. Alors, évidemment, moi-même, ça, c'est toujours facile, hein, je me connais bien. Et vous commencez à me connaître aussi, ça c'est sympa. Donc, je suis Isabelle Dahan, je suis journaliste. J'ai fondé il y a quelques années maintenant le magazine en ligne monimmeuble.com qui vous a invité ce soir, qui est un magazine qui traite d'immobilier, plus particulièrement de copropriété, et qui s'adresse tout autant aux copropriétaires qu'aux professionnels de l'immobilier. Donc, c'est pour ça que dans ce type d'événement, on invite tous nos lecteurs. Donc, on aura aussi des questions professionnelles comme des questions d'usagers, de consommateurs, de copropriétaires. Gladys Lecomte, qui m'accompagne, est chargée de marketing à monimmeuble.com. Donc, elle s'occupe de plein de choses, mais beaucoup de la relation avec les abonnés et les partenaires. Donc, c'est pour ça que vous avez souvent des mails de Gladys qui vous informent de tas de choses et qui vous invitent aussi à ces événements. Alors ensuite, nous avons nos experts de ce soir. Alors, ça ne sera peut-être pas dans l'ordre de présentation parce qu'on va faire des questions-réponses, comme vous le verrez. On va essayer de faire quelque chose de très dynamique. Mais en tout cas, on va le faire dans l'ordre de présentation tel que c'est venu. Alors, nous avons Francis Boyer, qui est responsable commercial et marketing de la société Valosim. Et donc, Francis va se présenter et nous expliquera quel est le rôle de sa société, quel est l'avantage de passer par sa société. Notamment, ça sera axé sur les antennes relais. Hein, donc, les antennes relais, l'emplacement des antennes relais et le gain que vous pouvez développer grâce à la location de vos toits et terrasses pour l'installation de ces antennes relais. Hein, mais on reviendra là-dessus parce que ça, c'est quand même un sujet. Ronan Langoisseux, qui est, alors là, il est directeur général, mais on ne voit pas tout dans le slide, Gladys. Donc, il y a un petit bout qui est parti. Donc, c'est le directeur général de Téléves.
Et donc, il va nous parler des solutions qu'ils ont mis en place justement du fait de l'arrivée de la 5G pour éviter qu'on ait des perturbations occasionnées par ces installations d'antennes qui, on va voir, perturbent un petit peu les fréquences parce que bon, bah, il faut faire de la place pour la 5G et du coup, il y en a un petit peu moins pour la télé, etc. Mais bon, on verra aussi l'arrivée de la 5G et tout ce que ça implique. Alors ensuite, on a Sébastien Leclerc. Alors Sébastien Leclerc, il est commercial et il est spécialiste de la fibre optique. Tout ce qui est solution fibre optique multiservice, il est dans la société Fracaro et il nous présentera bien sûr ses solutions et Fracaro. Mais voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse se présenter dans un premier temps. Cédric Davy, alors Cédric Davy, on le connaît bien parce qu'il fait partie de notre club Ami Pro et il participe assez régulièrement à nos événements. D'habitude, il est plutôt invité et là, il est intervenant, donc c'est très chouette de l'avoir de l'autre côté de l'autre côté de la caméra. Et donc, il va nous parler des antennes terrestres numériques, les TNT, le réseau hertzien, et surtout du droit à l'antenne, puisque bah, vous savez que tout le monde peut recevoir la télévision gratuite. C'est un droit de tous les citoyens français. Alors bon, vous avez peut-être vu, on a fait quelques articles déjà en amont de cet événement pour vous tenir un petit peu au courant de ce qu'il en est des différents sujets. Donc, on a parlé du droit à l'antenne, on a parlé du droit à la fibre optique, on a parlé des plans nationaux du très haut débit, on a parlé aussi de la facilité d'installation de la fibre optique en copropriété. Donc ça, c'est la partie un peu juridique et donc on n'a pas forcément de juriste ce soir avec nous, mais peut-être qu'on pourra quand même en toucher un mot. Et ensuite, donc, je vous ai parlé un peu de l'arrivée de la 5G. C'est sûr que, bon, voilà, c'est des enjeux importants. Ça nécessite des implantations, des nouvelles antennes sur les toits. Et on se pose un peu des questions sur bah, quel est l'intérêt d'ajouter de nouvelles antennes et est-ce que le bénéfice sera pour tout le monde. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va demander à chacun de se présenter déjà, c'est normal, puisque moi je vais juste donner vos noms, vos fonctions, et vous puissiez vous présenter en quelques mots. Alors ne me racontez pas tout pour l'instant, gardez-en un petit peu pour la suite, mais juste en quelques mots, que fait votre société, en quoi de quelle façon elle intervient dans les immeubles en copropriété et le sujet que vous allez aborder avec nous ce soir. Voilà, alors on va commencer dans l'ordre, enfin dans mon ordre à moi. Donc, je vais demander à Sébastien Leclerc de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Donc, Sébastien. Sébastien Leclerc, voilà, je représente la société Fracaro. Fracaro est une société donc, de fabrication à l'origine d'antennes de pratiquement près de 90 ans. Et nous intervenons beaucoup en fait, dans les immeubles, dans les collectifs, sur toute la partie distribution de télévision, TNT et satellites, mais également sur les nouvelles technologies basées sur la fibre optique. Voilà en quelques mots. D'accord. OK, donc ça va être notre spécialiste fibre optique de ce soir, vous l'avez compris. Merci Sébastien. Bon, alors on continue. Ronan, c'est maintenant, c'est la prise de micro. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Ronan Angoisseux, je suis directeur général de TVS France. Je précise bien de TVS France parce que TVS en fait c'est un groupe international qui est un groupe industriel espagnol qui existe depuis 1958 et qui représente aujourd'hui 23 entreprises au total. On est présent dans une centaine de pays au travers de 12 filiales. Donc je suis directeur général uniquement de la partie France. Alors, où est-ce qu'on intervient dans les copropriétés? Premièrement, parce que notre activité elle a commencé également avec la fabrication d'antennes terrestres en 1958 et qu'aujourd'hui, on est spécialiste dans la conception et le développement d'équipements et de solutions pour tous les types d'infrastructures de télécommunications dans les logements, les bâtiments et les villes. Donc, c'est aussi bien sur des réseaux coaxiaux que de la fibre optique également. Et on est présent d'un point de vue émission parce qu'on couvre aujourd'hui plus de 10 millions de foyers en France avec nos émetteurs TNT.
et également la partie réception avec nos équipements dans les locaux techniques. Voilà pour un petit résumé rapide. D'accord, merci Ronan, c'était parfait, parfait, parfait. Cédric, alors? Bon, d'abord, très heureux de travailler avec monimmeuble.com, pour lequel j'ai beaucoup d'estime concernant la qualité du travail qui est effectué et de la représentativité de ce média. Sur ce qui est de la partie de la TNT, effectivement, je suis cofondateur du colloque sur l'avenir de la TNT. Pourquoi? Parce que la TNT a un avenir. C'est pour ça que les copropriétaires doivent être informés de ce qui va se passer dans les futurs mois en termes de nouvelles chaînes et de nouveaux programmes. Voilà les raisons de mon intervention. Eh ben, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'il y en a certains qui ont la TNT et qui veulent savoir ce qui va se passer pour eux dans les jours, mois à venir. Merci Cédric. Je vous en prie. Alors, on va demander à Francis Boyer de nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc, Francis Boyer, moi, je suis associé et directeur commercial, comme vous l'avez bien dit, donc de Valosim. Valosim, donc, qui est une société qui a été créée il y a 5 ans, essentiellement pour répondre aux besoins des opérateurs, donc besoin de financement, puisqu'il fallait qu'ils développent à l'époque la fin de la 3G, la 4G, puis la 5G, qui coûtait très, très cher. Donc, ils ont eu besoin, à l'époque, de banquiers. Et donc, ces banquiers se sont transformés en TowerCo. Et je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est une TowerCo, donc, qui est en charge essentiellement donc, de la partie foncière et de la partie passive, c'est-à-dire les antennes. Excusez-moi, les mâts pour mettre les antennes. Les mâts pour mettre les antennes. Voilà. D'accord. Bon, Francis, on va revenir là-dessus parce que ça, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Hein. On va revenir là-dessus. Alors, maintenant, je vais poser une question un petit peu à la volée, puisque vous allez peut-être pouvoir y répondre les uns et les autres dans un premier temps. Ça va être une question un peu générale, parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait déjà expliquer la différence entre Wi-Fi, 5G, ondes hertziennes, antenne relais. Voilà, vous voyez déjà où on en est. Donc, il faut déjà peut-être définir. Moi, je pensais que ça, c'était des choses que les uns et les autres connaissaient déjà, et ce n'est pas forcément le cas. Donc, avant de parler de choses et d'employer des mots ou un vocabulaire un peu spécifique, il faudrait déjà expliquer la différence entre tout ça. Alors, donc, chacun va pouvoir s'exprimer là-dessus. Alors, les ondes hertziennes, c'est quoi? On a une bande de fréquences qui est employée pour différentes choses. Et sur cette bande de fréquences, donc, il y a des ondes hertziennes qui permettent de véhiculer des signaux avec de la vidéo, avec de l'audio, avec la partie télécom. Voilà pour ce qui est les ondes hertziennes et la bande de fréquences. Ensuite, le Wi-Fi et la 5G, c'est quoi? Ce sont des technologies sans fil qui sont différentes. Donc le Wi-Fi, c'est un protocole de communication. Ça permet à différents équipements, donc des équipements émetteurs et des équipements récepteurs, de se comprendre et de fonctionner ensemble. Mais le Wi-Fi, c'est une technologie sans fil, hein, c'est un protocole de communication. Et la 5G, c'est une évolution, pareil, d'une technologie télécom qui permet de véhiculer de la data, des données qui peuvent être employées pour une multitude de choses différentes. Mais c'est compliqué d'expliquer comme ça la différence entre ondes hertziennes, Wi-Fi et 5G, parce que ce sont des choses qui sont vraiment différentes. Oui, c'est justement ça. Parce qu'on parle de plein de choses ce soir et c'est des choses très différentes. Donc c'est pour ça qu'il fallait déjà expliquer un petit peu, pour certains, que on ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc ça c'est clair. Bon, je ferai un petit glossaire pour ceux qui en ont besoin dans le récap de la fin de vidéo. Je pense que ça sera peut-être nécessaire. Alors, donc je vais poser une première question, alors que je retrouve mes petites questions.
Peut-être Cédric déjà nous rappeler un petit peu le contexte juridique, c'est-à-dire j'ai parlé tout à l'heure du droit à l'antenne et de l'accès à la télévision pour tous. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus parce que c'est quand même une évolution importante. Je parle sous couvert de Francis Boyer, qui est concerné professionnellement par ce type de diffusion. En fait, le consommateur d'aujourd'hui, il a le droit soit au réseau télécom, c'est-à-dire ce que fait Orange, c'est-à-dire ce que fait SFR, et qui permettent de recevoir des données data et des données télé. Il a le droit aussi à la réception satellite, une parabole et des programmes télé, et il a le droit à la réception hertzienne, c'est-à-dire une antenne sur un toit et la réception de programmes. Donc ça, c'est l'environnement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit à l'antenne, qui est quelque chose qui existe depuis des années, c'est avant tout l'accès à l'information. Donc l'accès à l'information, ça veut dire que pour un mode gratuit comme l'est la TNT, vous avez la loi qui vous permet d'autoriser de recevoir ces programmes-là. Donc oui. Voilà à peu près le paysage. Alors, il y a pas de, aujourd'hui, il y a cohabitation durablement avec plusieurs modes de diffusion télé et qui se caractérise par le fait qu'il ne faut pas oublier la crise économique aujourd'hui. Quel est le seul mode qui permet de recevoir gratuitement la télévision? C'est la télévision numérique terrestre, gratuitement et de manière anonyme. D'accord. Donc au départ, il fallait quand même adapter les téléviseurs et mettre et ajouter un petit boîtier de conversion. Mais c'était au tout début. Je pense que là, maintenant, c'est plus nécessaire. Hein. Ça sera nécessaire dans l'évolution 2023. Mais dans ça, j'étais pas au courant. C'était dans ce que vous avez publié. Ah bah alors, je sais pas, j'ai pas fait attention. Parce qu'en 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en 2023, nous allons avoir la modernisation de la plateforme de la TNT. Ça veut dire qu'on va au moins sur un essai de 5 ans recevoir entre 3 et 5 chaînes de télévision qui seront en mode ultra haute définition et avec interactivité. Donc ça, c'est l'évolution technique supplémentaire. Ce qui permet, entre autres, dans certains territoires, de recevoir l'interactivité alors qu'il n'y a pas encore le très haut débit. Parce qu'on aura l'occasion, je ne pense pas ce soir, mais on aura l'occasion de en reparler. Aujourd'hui, quels que soient les gouvernements, on s'avance sur un très haut débit pour tous partout. On n'y sera pas. Lorsqu'on vous annonce 2022, on n'y sera pas. On y sera entre 2025 et 2030. Oui, justement, il y a aussi tout ce que fait le gouvernement et la loi Macron. Disons les gouvernements, hein, disons les gouvernements. Ah, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on est dans l'histoire, qu'on essaie de mettre en place ce déploiement, c'est ça? Oui. Non, mais on est en période électorale, donc choisir une option en disant le gouvernement ne fait pas ce qu'il a dit, ne serait pas le reflet de la vérité. Le précédent gouvernement s'était engagé sur un truc qui était pas mal aussi, qui était le fait qu'il n'y ait plus de zone d'ombre en matière de téléphonie. D'accord. Inutile de vous dire que c'était une vaste plaisanterie qui est d'ailleurs toujours valide aujourd'hui. D'accord. Donc là, nous, en ce moment, on est sur le plan national très haut débit, c'est ça? Voilà. Alors, qui vous annonce pour 2022, pour moi, et je parle sous couvert de Francis, ça sera plutôt 2025-2030. Et puis, accessoirement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous raccorder au très haut débit, c'est 40 balles par mois. Parce que là, il faut passer par la fibre optique. Voilà, hors période commerciale, c'est 40 balles par mois. D'accord, donc ça, c'est encore autre chose. C'est la fibre optique et ça, on va en parler aussi. Ok, donc, alors ça, c'était pour vous faire un petit panorama de démarrage sur la TNT. Ensuite, je vais demander à Sébastien, puisque Sébastien apporte aussi des solutions pour la distribution de la TNT si il y a plusieurs types de solutions. Effectivement, ouais,
tout à fait. Comme le disait Cédric Davy précédemment, hein, il y a la loi de 1966 qui est le droit à l'antenne. Donc, dans la simplicité, c'est le minimum réglementaire. Donc, on met en général une antenne TNT aujourd'hui, une antenne râteau, avec une antenne FM, et on fait ce qu'on appelle une distribution en étoile classique. Hein. L'antenne descend dans les communs, et ensuite c'est réparti dans les communs avec des amplifications et de la distribution passive, jusqu'à dans le logement. Ça permet de distribuer une cinquantaine de canaux hertziens maximum, et reste peu évolutive. Il y a quand même un peu d'évolution, mais reste peu évolutive vers les services numériques. À ça, on peut ensuite évoluer avec une installation complémentaire avec le rajout de satellites collectifs qui permettent, ce qu'on appelle en mode biscommuté, d'avoir la distribution toujours de l'antenne râteau traditionnelle, mais également à peu près 640 canaux satellites répartis sur ce qu'on appelle de la biscommutée, 16 polarités. C'est dans la même architecture, hein, c'est toujours en étoile, mais cette solution, elle n'est pas tout à fait, au jour d'aujourd'hui, évolutive. Elle reste bloquée à 16 polarités. Et en plus, elle ne répond pas souvent à la sécurité dans les immeubles, parce qu'elles sont souvent installées des fois par des personnes particulières et non pas par des spécialistes. Et donc, il y a des risques de chute, etc., du matériel, hein, je parle en balcon, et également sur les problèmes du rénové ou du neuf au percement des bâtiments qui sont isolés. Alors, Sébastien, justement, qu'est-ce que ça veut dire peu évolutive? Parce que là, on a Christian qui ne comprend pas trop et qui nous dit on a pourtant des replays immédiats sur Arte. Alors, pour lui, oui, ça... tout à fait. Cédric, on a parlé tout à l'heure, c'est un peu l'interactivité sur Arte. On a justement Arte et il y a un deuxième canal, je ne me rappelle plus ce que c'est. On a également là-dessus. Mais il faut que la télé soit branchée sur Internet. Quand on parle d'évolutivité, c'est ce qu'on peut passer dans le câble coaxial. Voilà. On parle de ce qu'on parlait. Ça, c'est très important parce que quand on est relié à la fibre optique, c'est différent. Voilà, on peut faire beaucoup plus de choses avec la fibre optique. On y reviendra tout à l'heure. Il le fait en hertzien. Oui, alors il le fait en hertzien parce qu'il y a deux canaux qui permettent de le faire, peut-être. C'est ça. Fait. Exactement. Voilà, mais pas. Bien sûr, non. Parce que là, votre auditeur, il parle de UHBB TV. On est sur un mode hybride, hein, on est vraiment ça. Voilà. C'est-à-dire que la chaîne de télé, elle, c'est vraiment du hertzien, c'est de la TNT, mais c'est parce qu'en même temps, il est connecté à Internet qu'il bénéficie de services interactifs. De cette interactivité. Intéressant, notamment avec le HBB TV, c'est ça, c'est que pour quelqu'un qui a une bande passante qui est limitée, le HBB TV permet des économies de bande passante parce que justement, la partie télévision et TNT va continuer d'être reçue de manière hertzienne avec son râteau classique. Par contre, c'est bien parce qu'il est quand même connecté à Internet qu'il bénéficie des services interactifs du HBB TV. Bon, très bien. Alors, donc il est content. Voilà, il nous dit merci. Donc, Christian est content et satisfait. Sébastien, est-ce qu'il y avait une autre solution peut-être qui vient s'ajouter? Non, on avait fait le. Non, on va dire sur la partie classique, tout à fait. Voilà, ça reste sur le coaxial et peu évolutif. Il y a des évolutions, mais peu évolutives. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, on va peut-être toucher un petit mot avec Francis, parce que sinon, Francis va s'ennuyer. non, je plaisante. Juste parce que il est sur un autre sujet, mais c'est quand même important, Francis. Donc là, on est plus sur la télévision, mais on est plutôt sur la couverture de la téléphonie mobile en France. J'aimerais bien, juste avant qu'on rentre dans le détail de vos solutions, faire peut-être un état des lieux de cette situation de la couverture de la téléphonie en France. Donc oui, donc je vais reprendre effectivement à la suite des propos de Cédric et de Sébastien. La télévision est effectivement gratuite en hertzienne et ensuite on a des abonnements et pour la fibre et pour la 4G, 5G, globalement pour la téléphonie mobile. Sachant qu'en téléphonie mobile, on peut aussi avoir la télévision, mais donc c'est effectivement payant. Donc pour répondre à votre question sur la couverture elle est constamment évolutive. Elle est constituée essentiellement donc, de deux choses. Tous les sites qui sont donc opérés et ouverts avec les opérateurs, et ensuite les zones blanches qui ont été dédiées, et Cédric faisait bien de le remarquer, puisque les premières ouvertures de zones blanches dans les zones un peu plus retirées, je dirais, datent de 2003, et ensuite ça a donné lieu à plusieurs New Deal
New Deal mobile qui ont permis effectivement de couvrir au début 3500 communes. Et maintenant, il reste 500 et quelques communes qui restent effectivement à couvrir, qui sont encore un petit peu, entre guillemets, dans le noir par rapport à la téléphonie mobile. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au 1er avril, on était à 62 000 sites ouverts, donc, qui étaient en 4G essentiellement. Et il y avait 33 000 sites 5G. Mais ces 33 000 sites sont des autorisations qui sont données donc, par l'État. Et sur ces 33 000 sites, il y en a grosso modo 24 000 simplement qui sont déjà actifs et qui sont donc déclarés opérationnels. Donc tout ça permet d'avoir une couverture quand même de l'ordre de 97-98% donc, du territoire, et donc beaucoup plus effectivement de la population. Par contre, ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a que 4 ou 5 sites qui n'hébergent que la 5G. Donc les opérateurs, bien évidemment, dans un but donc, d'optimiser leur couverture, sont essentiellement aujourd'hui dans une logique de densification de la 4G et en profitent donc, pour mettre aussi donc, de la 5G. Donc, et ce ne sont pas les mêmes antennes. Hein. Donc, non, ce ne sont pas les mêmes antennes, mais on va dire que globalement, c'est les mêmes équipements. Et on a quand même maintenant des antennes qui peuvent faire aussi 4G et 5G. Tout dépend de la technologie, et ça, c'est que les opérateurs qui peuvent décider effectivement de ça, en fonction de la densité et en fonction de la taille de l'antenne, pour effectivement couvrir une population plus ou moins importante. Les aspects techniques sont bien différents à mettre en place. D'accord. Donc, en fait, on ne va pas forcément démultiplier les antennes, mais ça peut être une antenne qui peut faire les deux, ce qui éviterait comme ça d'avoir encore à installer de nouvelles antennes. C'est sans fin, sinon. Hein. Parce qu'on n'enlève pas les anciennes pour mettre les nouvelles. Non, mais je ne vais pas vous dire non plus qu'il n'y aura pas de nouvelles antennes à venir. On prévoit que… Non, mais pourquoi? Parce que le 5G, c'est la 5e génération. Il y a une 6e génération qui est déjà quasiment en train d'être travaillée, qui sera plus basée sur les satellites et autres. Mais ça veut dire qu'effectivement, on continuera. Et on aura toujours besoin de relais. La nécessité, effectivement, on parlera tout à l'heure dans les applications beaucoup plus orientées entreprises, B2B, va aussi croître grâce à l'entreprise dans un premier temps, puis grâce au grand public dans un deuxième temps. Et donc, ça nécessitera de toute façon plus d'antennes dans les années qui viennent. Donc, pour l'instant, ça ne se voit pas trop. Grosso modo, pour information, il faut savoir que sur le mois de mars, les sites 5G autorisés, parce qu'on n'a pas encore le retour des sites qui ont été opérationnels, il a été de 0,9%, ce qui fait en gros 200 sites. Donc, il y a 200 sites nouveaux en 5G qui ont été autorisés au mois de mars. Et les sites en 4G qui sont mis en place aussi opérationnels, eux, sont aussi du même ordre d'idée. C'est 210 sites exactement. Donc, vous voyez que le rythme n'est pas énorme non plus. Mais on sait que la tendance, si tout avait été comme prévu malheureusement sur les 2 dernières années, Cédric l'évoquait tout à l'heure, ça aurait été d'être beaucoup mieux couvert et on aurait dû avoir plutôt 70-72 000 antennes et non pas 60 ou 65 000 comme actuellement. Très bien. Alors, il y a un chapitre qu'il faut voir aussi, alors je ne sais pas si c'est dans la foulée ou pas, c'est que c'est un métier qui apporte de l'argent aux copropriétés. Ah, mais ça, on verra ça après, Cédric. D'accord, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Là, pour l'instant, on dresse le tableau. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais si Ronan, il n'avait pas quelque chose à ajouter également sur le déploiement de la 5G en France, s'il veut rajouter quelque chose ou compléter peut-être. Il a toujours quelque chose à ajouter. Bien sûr. Voilà, j'ai toujours quelque chose à rajouter si on me le demande, exactement. Non, quoi dire, ce qui va être intéressant en fait, c'est que la 5G, elle se déploie aujourd'hui sur plusieurs bandes de fréquences. Ce qui a été déjà dit par Francis, c'est que les 2 premières bandes de fréquences sont déjà des fréquences qui sont utilisées pour la 4G. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de compatible, c'est quelque chose de complémentaire. Et bien évidemment, on ne rajoute pas des nouveaux émetteurs, des nouvelles antennes à tout va. On réemploie en fait des sites qui existent déjà. Donc ça, c'est la partie intéressante. Donc on a les bandes des 700 et des 2100 MHz qui sont des bandes exploitées depuis des années en 3G et en 4G. Ce qui va être intéressant, c'est par contre la nouvelle bande des 3500 MHz qui a été autorisée par l'ARCEP en 2020, fin 2020. Et ça, c'est une bande, premièrement, qui est nouvelle, donc qui est vraiment dédiée à 5G et surtout qui apporte l'avantage d'être avec une largeur de bande beaucoup plus importante
que les bandes basses. Et c'est celle vraiment qui permet des débits accrus et c'est celle qui va permettre à la 5G d'obtenir à la fois des débits et surtout une latence. Alors, pour les débits, beaucoup plus importants que la 4G actuellement et pour la latence, bien évidemment, beaucoup plus faible qu'actuellement. Donc, voilà pour la partie importante. Sur le nombre de sites ouverts commercialement, ce qui va être intéressant, c'est que on est sur des disparités assez importantes entre les différents opérateurs. Sur le nombre de sites, Free Mobile arrive très, très largement en tête avec un peu plus de 13 000 sites quand on est à 6 000 pour Bouygues, 3 000 pour Orange et 5 000 pour SFR. Mais par contre, la réalité, c'est que le nombre de sites ouverts commercialement sur cette nouvelle bande des 3500, finalement, elle est relativement aux alentours de 2500 sites pour chacun. Qu'est-ce qui est nouveau pour Free? C'est cette nouvelle bande de fréquence dans la bande de 700, parce que Free, c'est un opérateur plus récent que les autres. Donc, les autres avaient déjà beaucoup de fréquences 4G sur ces bandes de fréquences-là. Et Free Mobile, qui est arrivé un petit peu derrière tout le monde, d'un côté, ouvre beaucoup de sites en 5G. D'un autre côté, ce sont des sites qui sont ouverts sur la bande des 700. Donc, on n'exploite pas pleinement la technologie. D'accord, donc en fait, il y a des 5G qui sont un peu différentes selon l'opérateur. Alors, on n'a pas forcément le même flux, la même capacité. Non, absolument pas. En fait, c'est un petit peu comme le Wi-Fi, quand votre opérateur essaye de vous vendre des abonnements qui sont à 100 mégas, 200 mégas, 500 mégas, voire du gigabit, et que vous regardez le débit réel chez vous, vous avez des disparités qui sont extrêmement importantes. La première raison de la disparité, c'est la différence entre le débit théorique et le débit réel, surtout qu'on est sur des technologies qui sont mutualisées. Donc, on se partage en fait une bande passante et des débits. La technologie 5G, c'est la même chose. Suivant la bande de fréquence qui est employée pour faire de la 5G, on se retrouve avec des limites techniques. Et c'est pour ça que la 5G d'un opérateur par rapport à la 5G d'un autre opérateur va différer en termes de capacité suivant la bande de fréquence qui est employée. Alors, plus largement et plus que la 5G d'un opérateur par rapport à un autre, c'est la localisation en fait de l'usager par rapport à l'émetteur qui va être utilisé par l'opérateur et qui là va donner des débits qui vont être très très différents les uns des autres. Donc pour certains, la 5G va s'afficher sur leur téléphone, mais finalement les débits vont être très proches de ceux qu'on avait en 4G. Et pour d'autres, on va se retrouver véritablement avec des choses qui peuvent en théorie se rapprocher de l'ordre du 2 gigabits. Alors attention, parce que pour les téléphones, ça c'est un peu une parenthèse, mais on peut avoir des téléphones qui sont compatibles 5G, mais pour autant, on n'a pas pris l'abonnement qui va avec. Donc, si vous n'avez pas l'abonnement, vous n'aurez pas la 5G de toute façon. C'est bien ça. Il faut les deux. Il faut bien les deux. Il faut bien et le téléphone et l'abonnement. Oui, voilà, parce que je précise, parce qu'il y en a qui voient afficher 5G et disent ça y est, j'ai la 5G, la 5G est arrivée. Comme disait Ronan, ça va dépendre de la technologie de l'émetteur qui va être utilisé par l'opérateur. Et comme le téléphone, souvent on a une mise à jour ou on a un nouveau téléphone comme un nouvel iPhone, c'est parce qu'il va intégrer de nouvelles bandes de fréquences sur lesquelles il est capable d'aller chercher telle 5G, telle 5G, telle 5G. Voilà, mais quand on n'a pas pris l'abonnement, non. On n'en profite pas du tout. Bon, alors, donc on va revenir un petit peu. Alors bon, c'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre et c'est pas toujours évident, mais bon, c'est aussi un petit peu le but de nos soirées table ronde. Donc je vais demander aussi à Francis. Peut-être une question à nouveau sur sa partie. J'aimerais savoir un petit peu comment les opérateurs financent leur développement, parce qu'on a vu que ils avaient besoin de placer leur antenne. Comment ils s'en sortent, comment ils financent leur développement, sachant que ils ne demandent pas d'argent pour poser leur antenne et par contre ils en donnent. Donc comment c'est possible? Les opérateurs, les 4 opérateurs de téléphonie mobile sont tous des sociétés qui fonctionnent comme des sociétés privées, donc ils ont besoin de revenus. Les seuls revenus qu'ils avaient jusque-là étaient le revenu des abonnés.
Les abonnés, donc c'est vous, c'est moi, c'est effectivement 50, 60 millions, voire beaucoup plus, parce qu'il y a un petit peu plus d'abonnements que de personnes, puisqu'on peut avoir effectivement plusieurs abonnements. Mais si on prend 50 millions de personnes à 20 €, on va dire, l'abonnement moyen, ça ne vous fait jamais qu'1 milliard de revenus. Aujourd'hui, on parlait effectivement des différentes bandes de fréquences qui ont été octroyées en novembre 2020. Rien que le coût des fréquences était de 3,7 milliards. Donc, vous imaginez que l'opérateur, pour déployer, il a besoin effectivement de cash supplémentaire. Et donc, il va chercher un petit peu sur certains environnements. Donc, il va chercher dans les services, mais c'est encore du revenu. Donc, c'est vrai que c'est surtout les entreprises qui vont être plus généreuses, je dirais, sur des services. Et puis, il y a quelques années, une dizaine d'années, ils se sont rendus compte que finalement, ils sont opérateurs, mais ils étaient néanmoins propriétaires ou locataires du foncier et des fameuses antennes, donc ce qu'on appelle l'infrastructure passive. Et donc, ils se sont dit, finalement, on est opérateur, on n'est pas agence soit immobilière, soit foncière. Donc, on va revendre, en fait, toute cette partie-là, ou relouer effectivement toute cette partie-là, en fonction si c'était propriétaire ou locataire, à des sociétés. Et c'est de là qu'est né donc notre métier de TowerCo. Donc, comme son nom l'indique, donc on achète les tours, et donc qui ont été donc cédés par les opérateurs à ces sociétés TowerCo. Donc, il y a grosso modo 4-5 TowerCo aujourd'hui au niveau mondial, qui ont été finalement au début essentiellement des banquiers et qui ont donc donné aux opérateurs le cash nécessaire pour développer à l'époque la 4G, puis maintenant la 5G. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes majoritairement de moins en moins en contact direct avec les opérateurs. Je parle effectivement donc là de la copro au niveau de son antenne sur le toit, mais vous êtes en contact avec des TowerCo qui sont en fait des sociétés de services qui étaient des banquiers, qui sont devenus des sociétés de services qui gèrent la relation entre l'opérateur d'un côté et le bailleur, donc la copro de l'autre. Alors, je voudrais redemander à Ronan qui avait commencé à nous expliquer qu'il y avait différents types de fréquences, peut-être qu'il revienne quand même sur le fait que cette fréquence octroyée à la 5G puisse, d'une manière ou d'une autre, perturber la réception de la télévision. Et notamment de la TNT. Ronan, est-ce qu'on peut en toucher un mot ? Alors, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait de la bande de fréquence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bande de fréquence UHF qui n'est pas extensible et que les différents opérateurs se partagent. C'est-à-dire que sur la même bande de fréquence, d'un côté, on va avoir des fréquences qui vont être octroyées à la TNT, donc pour diffuser les services audiovisuels qu'on connaît. Et d'autre côté, on va avoir une partie de cette bande de fréquences qui va être octroyée aux opérateurs télécoms, donc les 4 opérateurs télécoms qu'on a en France, pour leurs besoins de télécommunications, donc data, la 4G, la 5G. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir sur des fréquences limitrophes, donc c'est ce qu'on appelle la bande des 700 mégas, à la fois des canaux dédiés à la TNT, et à la fois des canaux dédiés justement aux opérateurs télécoms. Où est-ce qu'on peut se retrouver justement avec un risque potentiel de brouillage ou en tout cas de perturbation de la 5G sur les services audiovisuels? C'est lorsqu'on va se retrouver avec une insuffisance de filtrage principalement qui va faire que le tuner télé, au lieu de prendre uniquement les canaux TNT, va prendre également d'autres informations qu'il ne comprend pas forcément parce que c'est sur une bande de fréquence propre et qui va se retrouver à essayer d'interpréter finalement des canaux télécoms. Et comme on se retrouve avec des canaux qui sont très proches et limitrophes, du coup, le tuner, il prend à la fois cette partie un peu TNT, cette partie un peu télécom aux abords de la bande des 700, et ça va créer un certain nombre de brouillages. Alors, voilà, en schématisant, après, on peut rentrer d'un point de vue beaucoup plus technique. Oui. Mais grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une allocation de la bande des 700 qui auparavant était dédiée à la TNT, qui a été allouée aux opérateurs télécoms pour les réseaux mobiles, pour les besoins des réseaux mobiles.
Et que sur cette bande de fréquence, finalement, on se retrouve avec des canaux limitrophes pour des services qui sont très différents. Alors, peut-être que Sébastien, il va nous peut-être nous expliquer un petit peu justement quelles sont les nouvelles solutions qu'on peut mettre en place qui font appel à la fibre optique et qui répondent aussi à une recommandation qu'on ne connaît pas forcément, qui est la recommandation objectif fibre. Alors, voilà. Effectivement, voilà, maintenant, on a la fibre optique qui existe depuis pas mal de temps, sur lequel on véhicule de l'Internet, de par les opérateurs, mais on peut également maintenant véhiculer tous les services télévisuels, la TNT, les satellites. D'ailleurs, l'avantage de faire cela, c'est qu'on est plus limité sur le nombre de satellites. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, on est limité en collectif à 5 satellites maximum. Là, on n'a plus de limite du tout, on peut faire ce qu'on veut. Ce type de réseau, donc sur architecture fibre, est déployé sur ce qu'on appelle une colonne optique de service entre bâtiments ou entre logements. Il a un autre avantage, c'est qu'il n'est pas perturbable par rapport au 4G, 5G. L'avantage de faire véhiculer des signaux sur fibre optique, c'est qu'il est imperturbable. Donc, gros avantage là-dessus sur les bandes de fréquence 5G qui viennent perturber sur le 700 MHz, comme disait tout à l'heure Ronan. Il y a également cette solution. On verra aussi, mais Ronan, il a aussi une autre solution, je crois. Oui, tout à fait. Pour éviter la perturbation, Ronan. Mais bon, voilà. on reviendra après là-dessus. Sébastien, de toute façon, elle va être complémentaire parce qu'il la faudra toujours en haut. Voilà, parce qu'il y aura toujours un départ où là, il sera complémentaire. Mais l'avantage aussi de cette distribution sur fibre optique, c'est qu'on n'a plus qu'un seul câble. Gain de place, on n'a plus d'électricité sur le réseau, plus d'amplification, etc. Et il n'y a plus aucune limite. Et on peut greffer tous les services du bâtiment, sur lesquels on viendra après. Ça, c'est très important aussi. Alors, Ronan, effectivement, on a vu qu'il pouvait y avoir des perturbations. La solution fibre optique est une solution. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites ? Classiquement, de manière traditionnelle, les signaux sont véhiculés aujourd'hui sur un réseau coaxial qui est perturbable. Alors, perturbable potentiellement. D'un autre côté, il y a des choses quand même qui peuvent être mises en place, ou en tout cas, on peut prêter attention à un certain nombre de choses pour se prémunir justement du risque de perturbation. Tout à l'heure, je parlais des bandes de fréquences aux approches de la bande des 700. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses. Il faut faire la distinction entre les perturbations uplink et les perturbations downlink. Grosso modo, le downlink, c'est tout ce qui va aller de l'émetteur, donc son émetteur TNT, jusqu'à son point de réception. Et l'uplink, c'est le sens inverse. On part de son téléphone et on se retrouve en voie remontante. Grosso modo, sur la partie descendante, il faut faire attention à l'aspect filtrage, donc que ce soit l'antenne, l'amplificateur de mât, la centrale programmable dans les locaux techniques qu'on a, dans les logements, les amplificateurs domestiques, toutes ces choses-là. Bien évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dispose bien de produits qui disposent d'un filtrage LTE700. Ou des fois, d'un point de vue purement commercial, c'est marqué LTE 5G. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, voilà, il faut un filtrage LTE 700 qui va faire ce travail-là. Et ça, c'est pour tout ce qui est interférence, donc sur la voie descendante, la voie downlink. Et d'un point de vue uplink, et là, c'est intéressant parce que justement, Sébastien parlait de la fibre optique qui a pour principal intérêt la technologie de ne pas être perturbable par les interférences. Sur la partie coaxiale, on peut aussi s'en prémunir, simplement en faisant attention à ce que les produits soient blindés. Donc, blindage, ça concerne bien évidemment toute la partie distribution, donc le câblage, les répartiteurs, les dérivateurs, les connecteurs, les prises, parce que justement, sur la partie uplink, la plupart des perturbations proviennent de cette partie distribution. Généralement, quand on parle de problématiques de réception, on pense toujours à l'antenne. Tiens, il faut que je change l'antenne. La plupart des problèmes de 5G
viennent finalement de la distribution. Pourquoi? Parce que les fréquences uplink sont plus proches de la bande de fréquence allouée à TNT que les fréquences downlink. Donc finalement, souvent, les fréquences sont perturbées par la partie distribution. Et pourquoi est-ce qu'on rencontre des problèmes de pixelisation et autres, généralement dans les copropriétés plutôt le soir? Simplement parce que les gens rentrent chez eux, ils utilisent leur téléphone portable, et c'est justement l'usage de ce téléphone portable qui va créer des perturbations sur la voie remontante. Ok, là je comprends un petit peu mieux. C'est intéressant parce que des fois il faut développer, parce que c'est vrai que sinon on peut pas parler de la 5G d'un côté, de la fibre optique de l'autre côté, de la TNT d'un troisième côté. Enfin, tout est un peu lié, mais il y a des petites nuances et puis il faut comprendre comment ça s'intercale, comment ça fonctionne. Un petit complément par rapport à ce que présentent effectivement Romain et Sébastien juste avant. Moi, je pense que les deux technos 5G et fibre sont absolument pas à opposer. Elles sont complémentaires. Elles sont véritablement complémentaires. Je crois que c'est Sébastien qui disait effectivement que la fibre n'est pas perturbable. La 5G, malheureusement, l'est beaucoup plus. La fibre est généralement en environnement fermé. La 5G, c'est généralement en environnement ouvert, à l'extérieur pour l'un, donc à l'intérieur pour l'autre. Et la fibre est souvent fixe, pour ne pas dire tout le temps, alors que la 5G est tout le temps mobile. Donc, il ne faut vraiment pas les opposer, ils sont vraiment complémentaires. Et c'est aussi pour ça qu'à la frontière, on a les perturbations qu'évoquait Ronan, effectivement, quand le filtrage n'est pas optimum. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même deux choses importantes. Alors, donc maintenant, Francis, ça y est, il va pouvoir nous parler de combien on va gagner. Alors, j'aimerais d'abord quand même, Francis, nous rappeler quand même il y a plusieurs choses parce que bon, le rôle de la TowerCo auprès des copropriétés, ça, on l'a à peine esquissé tout à l'heure. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous proposez justement comme interface auprès des copropriétés par rapport à ces TowerCo. Et ensuite, j'aurais une autre question dans la foulée, c'est si on est intéressé, on verra, on rentrera plus dans le détail, mais si on est intéressé, comment on peut savoir aujourd'hui si notre toit ou notre terrasse est éligible? Parce qu'on verra qu'il y en a qui ont déjà des antennes sur leur toit et d'autres qui n'en ont pas encore. Et ça, c'est encore un autre sujet. Alors, Francis, on y est, ça y est, c'est bon. Micro. Comme je le disais tout à l'heure, les premières TowerCo étaient véritablement des banquiers et ont financé effectivement sans beaucoup de rapport avec les copros. Nous, je dirais, ou les TowerCo plus récentes, on essaie d'apporter un service qui passe un petit peu par toutes les interfaces qu'il peut y avoir entre l'opérateur, qu'il y avait avant plutôt entre l'opérateur et la copro. Vous le savez, vous êtes en copro, vous avez des problèmes d'accès, vous avez des problèmes, on parlait tout à l'heure, je crois qu'on évoquait l'isolation, les problèmes d'étanchéité, tous ces problèmes de raccordement, de câblage, de sécurité et autres. Et nous prenons en charge donc toute cette partie-là qui permet effectivement donc à la copro de se mettre en face avec un interlocuteur unique, puisqu'on devient un interlocuteur unique. Je prends le cas de figure, par exemple, d'une copro riche, on va dire, puisqu'elle a la chance d'avoir 3 ou 4 opérateurs sur son toit. Elle a donc 3 ou 4 intervenants différents. L'avantage d'être avec nous, c'est qu'on prend en charge la totalité de la prestation pour les 4 ou les 3 opérateurs concernés. Donc, on offre véritablement une simplicité, donc un contact unique et une possibilité effectivement d'avoir une seule interface. Et puis, bien évidemment, il y a le deuxième point qui n'est pas négligeable, qui est le côté financier. On va peut-être le réserver par la fin si on veut que tout le monde reste jusqu'au bout. On évoquera ça tout à l'heure. Il n'y a une seule entité qui décide de ça, c'est l'opérateur, en fonction de son plan de fréquence et en fonction effectivement de l'évolution de la densité, de l'évolution de tout un certain nombre de paramètres, donc pour venir densifier effectivement et pour venir s'installer. Donc malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, il faut effectivement que votre immeuble soit dans une zone intéressante pour l'opérateur. Néanmoins,
si on travaille un petit peu par l'absurde, il y a malheureusement des immeubles qui, eux, ne sont pas intéressants ou plus difficilement intéressants. Je pense notamment aux immeubles qui sont vraiment très bas et des copros avec un étage ou autre. C'est moins intéressant, bien évidemment, pour un opérateur qui cherche plutôt des points hauts. Sur la terrasse elle-même, c'est vrai qu'un toit double pente, ça nécessite des investissements plus conséquents qu'une terrasse proprement parlée complètement à l'horizontale. Donc, il y a certains critères quand même de structure qui sont à prendre en compte. Mais sinon, bien évidemment, si vous avez un problème de couverture dans votre immeuble, c'est qu'il y a un problème effectivement de réseau d'opérateurs. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir. Et puis, on vous proposera effectivement une solution et on ira proposer donc votre immeuble à l'opérateur pour voir s'il est vraiment intéressé. OK. Donc ça c'est difficile. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de critères de zones recherchées plus particulièrement par les opérateurs, il n'y a pas de site dans lequel on peut mettre son adresse et savoir si, hop, banco, ça y est, c'est bon. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des critères aussi de configuration de l'immeuble, de sa hauteur, de sa disposition, de son toit, qui font que voilà, ce n'est pas simplement la situation. Oui, non. Alors, nous, comme je vous le disais, on est en contact avec tous les opérateurs. Donc, on a un portefeuille, donc bien évidemment, de sites qu'on propose aux opérateurs. Donc, bien évidemment, on va venir vous voir si votre immeuble est intéressant et bien placé. On va, entre guillemets, entre nous, réserver ce site si nécessaire. On vous versera un petit loyer en attendant, mais c'est l'opérateur in fine qui décidera s'il veut ou non s'installer à cet endroit-là et si ça vient effectivement mieux mailler, mieux couvrir, mieux densifier effectivement sa zone géographique. D'accord. Alors, on verra après, là, parce qu'il y a des questions de Sylviane, là, il y a 2 questions, mais on verra ça après. Donc, je vais revenir sur Sébastien, parce que Sébastien, tout à l'heure, il évoquait des services qu'on pouvait mettre en place dans les immeubles et qui étaient possibles avec les solutions fibre optique. Donc, de quels services on parle, Sébastien? Oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de services, maintenant ce qu'on appelle les services connectés d'un immeuble. Alors, on parle surtout de supervision et de commandes techniques, telles la télémesure pour les jauges, les capteurs chaudières, la télérelève, comme les compteurs, les capteurs énergie, l'autoconsommation, la gestion énergétique, la télémaintenance, la téléassistance, la GTB également, la télésurveillance, s'il y a des caméras sur la copropriété, etc. Tout peut être relié sur cette même fibre. Les alarmes de machines sur les centrales d'alarme technique, les télécommandes pour la VMC, le désenfumage en cas d'incendie, etc. Tous ces services seront dans un seul et même câble unifié. Ça évite d'avoir plusieurs types de câblage, plusieurs types de réseaux, etc. Pareil pour la sécurité, les appels d'urgence, la détection incendie, comme je disais tout à l'heure, le contrôle d'accès. S'il y a plusieurs entrées d'immeubles, etc., on peut tout relier le contrôle d'accès sur cette fibre optique. Et également, comme on disait tout à l'heure, le service à la personne, donc la distribution TV, satellite, l'intranet, la conciergerie, etc., etc. C'est qu'une petite liste, parce qu'elle est énorme. D'accord. Alors justement, Ronan, on avait une discussion, nous aussi, là-dessus. Et Roland m'avait parlé du bâtiment intelligent. Il m'avait parlé de smart building et ça rejoint à peu près ça, Sébastien. Tout à fait. Est-ce que faudrait redire un petit mot là-dessus peut-être parce que ça c'était vraiment intéressant. C'est intéressant et ça me permet de rebondir également sur quelque chose qu'a dit Francis tout à l'heure. Oui. C'est que nous, chez TVS, on n'oppose absolument pas en fait la fibre optique et le 5G. Parce que justement, dans cette démarche de smart building, on pense vraiment que l'infrastructure du bâtiment doit disposer de 2 réseaux de base. D'une part, une infrastructure physique en fibre optique. Donc, c'est celle qui fournit au bâtiment une base de communication sans limitation avec des réseaux de services spécifiques. Ça, c'est ce qu'a expliqué justement Sébastien. Et d'autre côté, on pense qu'il doit y avoir des réseaux complémentaires sans fil qui, eux, fournissent au bâtiment un service vraiment omniprésent parce que justement, c'est cette complémentarité de la fibre optique et de la 5G qui va permettre en fait d'arriver dans un futur proche à cette démarche de smart building qui se
détache dans une démarche encore beaucoup plus large de la Smart City. Et pourquoi justement la complémentarité du réseau 5G en sans fil dans les bâtiments? C'est parce que nous, on pense que justement, il y a deux intérêts de compléter l'infrastructure physique en fibre optique par la 5G. C'est d'une part l'ubiquité. L'ubiquité, pour nous, c'est une condition sine qua non du développement des services en réseau. Le service, il doit être disponible partout en mouvement. Donc, on ne se retrouve pas lié à un point physique particulier. Donc, ça, c'est l'intérêt, bien évidemment, des technologies sans fil. Et le deuxième intérêt, bien évidemment, c'est l'extensibilité, parce qu'on se retrouve également avec des technologies qui doivent pouvoir, parce que ça évolue très rapidement, être complétées dans des avenirs proches, des environnements ouverts. Voilà, qu'on ne se retrouve pas limité avec un opérateur, une technologie, des technologies fermées. Nous, on croit vraiment que la technologie elle doit être ouverte et que le bâtiment, il doit pouvoir évoluer dans le temps, justement pour bénéficier de ces nouveaux services, de ces nouvelles applications, de protocoles de communication IP qui sont en évolution constante. Donc voilà. Oui, parce qu'en fait, nous, on a parmi nos partenaires des fabricants d'interphonie, d'interphones, des fabricants d'ascenseurs, etc. Et c'est vrai que dans tous les équipements qui sont maintenant présents dans les copropriétés, on voit arriver des services qui sont liés au téléphone, avec de la vidéo, de la visio sur son téléphone. On voit des services d'alerte, d'alarme dans les cabines d'ascenseurs qui sont liés à des lignes téléphoniques, mais qui sont des lignes en GSM. Donc en fait, c'est une réalité aussi pour les usagers qui ne comprennent pas toujours la technologie qui est engagée et ce qui se passe exactement quand ils appuient sur un bouton. Mais c'est déjà extrêmement présent maintenant partout, quoi. Cédric, un petit mot peut-être ou pas? Oui, sur ce terrain-là, mais on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. La vraie réponse, elle est sur les données affichées sur le téléviseur. Pourquoi? Parce que ce que nos amis interphonistes font, c'est très bien, la question n'est pas là, je ne me permettrai pas de contester des gens qui sont des amis, mais les affichages des données se font dans les couloirs ou sur les platines de rue. Alors que la vraie réponse au smart building pour aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est que les données soient affichées sur le téléviseur, comme dans les hôtels. Aujourd'hui, quand on va dans un hôtel, c'est bonjour Isabelle Dahan, vous avez occupé la chambre 32 et le petit déjeuner, c'est à 8 heures. Les expériences tendent vers ça. Bon, moi, j'y travaille avec d'ailleurs Fracaro depuis des années. On n'a pour l'instant pas abouti pour des raisons d'opérateurs télécoms chers, mais on va y arriver. Et ça sera beaucoup plus pratique pour les copropriétaires ou les locataires HLM d'avoir ces données directement disponibles sur le téléviseur. Donc, ça serait comme un tableau d'affichage, mais au lieu que ça soit dans le hall d'entrée, ça serait directement sur son téléviseur. Absolument. C'est ça? On a déjà fait une installation en 2012 avec un projet européen où 300 logements dans le centre de la France à Moulins-sur-Allier, toutes les télés étaient connectées avec une box et il y avait une interaction entre le bailleur et son locataire, avec des informations d'entretien des ascenseurs dans telle colonne, le rappel pour certaines personnes du moment du paiement de leur loyer, vraiment individualisé entre le bailleur et le locataire. D'accord, donc ça utilise un canal particulier, c'est ça? Effectivement, dans un hôtel. En fait, comme on disait, comme dans les hôtels. Voilà, il y a une chaîne spécifique, chaîne CoPro. La chaîne CoPro. Exactement. Il y a une partie J'allume en radio. ma chaîne CoPro. Voilà, il y a une partie en radio et une partie en fibre optique qui reliait les deux informations jusqu'au niveau du locataire. Et la bataille, elle se situe bien là, par la disponibilité des informations, l'accessibilité des informations. Après, bon, on n'a peut-être pas été très brillant parce que pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais je suis plutôt tenace. Ça le fera. D'accord, c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Alors, donc, on va demander maintenant à Francis
s'il le veut bien, de rentrer un peu plus dans le détail de l'avantage de Valosim, notamment par rapport au loyer qui est proposé par la mise à disposition de sa terrasse, de son toit, à ses opérateurs. Alors, Francis, c'est là que c'est important, c'est qu'il y a une espèce de négociation et d'effet de levier. On peut appeler ça comme ça. Et donc, non seulement on a un seul interlocuteur, mais un interlocuteur qui négocie bien nos affaires. Aujourd'hui, on va prendre le cas effectivement d'une copro où vous avez déjà un bail, généralement une douzaine d'années, donc avec un opérateur et ou une TowerCo, généralement, comme je le disais tout à l'heure. Ce bail, dans un premier temps, on ne va pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'il est sur 12 ans. On va prendre l'hypothèse où il s'arrête dans 5 ans. Donc, on ne va absolument pas toucher à ce bail-là. Par contre, ce qu'on va vous dire dès maintenant, c'est que sur ce bail-là, dans 5 ans, on vous propose donc un loyer qui sera revalorisé de manière conséquente, donc minimum de plus 20%. Et ça, on le fait dès maintenant. Et comme ça ne suffisait pas, on dit aussi à la copropriété, en attendant ces 5 ans, on vous offre, pendant ces 5 ans, un loyer additionnel de réservation. Donc, en fait, c'est un double effet, effectivement, pour la copro. C'est tout d'abord un loyer de réservation jusqu'à l'échéance du bail en cours actuel. Et ensuite, on s'engage dès maintenant à faire au moins plus 20% sur le loyer à échéance pour le bailleur. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans l'équation économique et d'expliquer pourquoi une société, je dirais, de troisième génération, une TowerCo de génération par rapport aux TowerCo actuelles peut faire effectivement ce genre de choses. Très clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les précédentes TowerCo, parce qu'on va racheter, finalement, on va reprendre un bail à une TowerCo actuelle, quand les précédentes TowerCo ont acheté les infrastructures dont je parlais tout à l'heure aux opérateurs, elles les ont payées bien évidemment pas le prix de leur valeur. Elles les ont payées un pylône qui valait grosso modo, on va dire même un pylônet sur une terrasse qui valait 70 000, 80 000 euros. Donc les opérateurs les ont vendus 400, 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait une garantie donc d'être remboursé sous forme de loyer pendant les 20 ou 30 ans qui suivent. Donc l'opérateur touchait les 500 000 euros et il remboursait sur 30 ans les 500 000 euros. Donc tout le monde était gagnant. L'opérateur avait effectivement son paquet d'argent suffisant pour lui permettre effectivement de financer son déploiement et la TowerCo avait un engagement sur une… Mais le problème, c'est que ça crée effectivement une bulle et nous, TowerCo de nouvelle génération, on est arrivé sur cette bulle-là et on est un peu comme d'autres associations type Robin des Toits, on vient un petit peu répartir la richesse, on redonne bien évidemment aux bailleurs une partie, donc les 20% dont on évoque là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on donne aussi à l'opérateur la possibilité de baisser ses coûts d'hébergement de l'ordre aussi de 20 à 30%. Et donc, tout le monde est gagnant. Il y a une meilleure répartition effectivement de la richesse qui se base sur cette bulle. Comme il y a eu la bulle Internet, et ben là, il y a les bulles des télécoms. Et donc, c'est cette bulle-là qu'on vient un petit peu crever. C'est pour ça qu'on n'a pas que des amis dans le monde des TowerCo, puisqu'effectivement, on vient un petit peu casser leur modèle avec, un petit peu comme l'a fait Free, finalement, en son temps. On a beaucoup parlé des 4 opérateurs. Free est arrivé aussi avec un modèle un petit peu disruptif, avec un modèle sans distribution, on va dire physique, ou quelques magasins simplement, ce qui a permis d'avoir d'aussi bonnes marges, mais surtout de pouvoir donner à son client final des meilleurs coûts. Nous, c'est un petit peu la même logique. D'accord. Voilà. Alors, donc ça, c'est des revenus qu'on va verser à la copropriété, qui va être réparti entre les copropriétaires. C'est des revenus qui viennent réduire les charges de la copropriété parfois, qui viennent financer des travaux d'autres fois. Mais ça peut être aussi des gains pour les copropriétaires. Donc, ça veut dire que c'est des revenus qu'on va forcément déclarer aussi. On paye des impôts là-dessus.
Les gains, ils sont donnés à la copropriété. Ils sont pas donnés effectivement une tuité personnelle au copro. Donc, sur un bilan de copropriété, il n'y a pas d'impôt pour le copropriétaire. Le copropriétaire, il paye un impôt sur un revenu qu'il va toucher directement. Là, c'est la copro qui touche l'impôt. Elle a 1000 d'un côté à dépenser, on lui offre 500. Elle n'aura plus qu'à payer les 500 restants sur ses charges de copro, sur lesquelles elle n'a pas d'impôt ni rien. D'accord. Donc ça se comptabilise en recettes et ça vient en déduction des charges. Tout à fait, ça se comptabilise exactement en recettes et c'est en déduction de l'ensemble des charges. Et c'est l'une des rares d'ailleurs recettes que peut avoir une copro. Oui, il n'y a pas beaucoup de recettes, sinon. Il n'y a pas beaucoup de recettes. Non, parce qu'il y a quelques intérêts de livret A, je crois, mais ce n'est pas grand-chose. Oui. Ça, je ne pense pas qu'on va aller loin avec ça. Donc, alors ça, je pense on comprend un petit peu mieux. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on revienne sur un sujet qui est souvent abordé en copropriété. Le fait d'avoir des antennes sur son toit, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir si on a des recettes en échange, mais on a toujours des questions sur le fait que ça puisse être quand même un risque pour la santé, parce qu'il y a des ondes électromagnétiques et donc ça, on se dit, mais finalement, on a ça au-dessus de notre tête, est-ce que ce n'est pas nocif ? On a des études, etc. Mais au final, ça fait quand même des années qu'on a ça au-dessus de notre tête. Il y a des gens qui sont quand même hypersensibles et tout. Donc, ça peut être embêtant pour certaines personnes. Donc ça, je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus avec Ronan, qui est quand même notre spécialiste 5G. Et puis aussi peut-être avec Francis, qui a peut-être une réponse par rapport à ça. Et peut-être Cédric et peut-être Sébastien, s'ils veulent rentrer dans le débat. Voilà. On va commencer par Ronan. Sur l'aspect santé, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Il y a eu notamment l'NFR qui a publié récemment une étude sur la 5G. Donc ça, c'est des études qui sont disponibles pour le grand public. Et juste pour aller sur la conclusion de l'étude, c'est que finalement, la 5G n'a pas plus d'effet et n'est pas plus néfaste que la 4G. Donc voilà, donc on ne dit pas qu'il n'y a aucun impact, vous l'avez dit, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres aux ondes, mais aux ondes quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des ondes radio comme la 4G, la 5G, que ce soit le Wi-Fi chez soi, que ce soit le Bluetooth ou toutes les autres technologies sans fil, hein, ça peut être du Zigbee, ça peut être tout type de protocole de communication. Forcément, il y a des ondes, il y a un champ électromagnétique et le corps peut réagir à ça. En tout cas, si la crainte, c'est la 5G particulièrement, la 5G, finalement, on se retrouve avec un réseau qui n'est pas un réseau nouveau. La plupart des antennes qui sont employées, c'est des antennes existantes qui étaient déjà employées pour de la 3G et pour de la 4G. Les études disent que la 5G n'est pas plus néfaste que la 4G. En tout cas, il n'y a pas plus d'impact. Donc ça, c'est sur l'aspect santé. Après, pour ce qui concerne nos produits, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une directive européenne qui date de 2014, qui est applicable depuis le mois de juin 2017 et qui implique que tout nouvel équipement radioélectrique lancé sur le marché européen et mis en service doit répondre à cette directive qui s'appelle la directive RED. Donc, cette directive RED, elle a différents volets qui sont intéressants. Il y a un volet compatibilité électromagnétique, il y a une partie protection du spectre, et pour ce qui vous intéresse là, il y a également un volet santé et sécurité qui veille à la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ainsi qu'à la protection des biens. Donc voilà, nous, ce qu'on peut préconiser, c'est simplement veiller à ce que les équipements qui sont achetés par la copropriété ou en tout cas qui soient installés par les installateurs soient conformes à cette directive. Donc, s'assurer que les produits permettant la réception des signaux télé et la réception des TNT soient conformes à la directive RED. Ok. Sébastien, quelque chose à ajouter ? Non, Ronan était très clair, il a tout dit. Ce que j'ajouterais, c'est que j'ai travaillé pour un bailleur social sur les dangers de ce type de fréquence. J'ai passé un mois à tourner, retourner la jurisprudence
il n'y a pas de décision de justice ayant trait au problème de santé. Donc, entendons-nous, il n'y en a pas en appel, il n'y en a pas en cassation. En première instance, il y en a, je crois qu'il y a le tribunal de la sécurité sociale de Toulouse qui s'était prononcé là-dessus, mais il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de cour de cassation. Et les seules vraies procédures, c'était les procédures en diffamation de l'association Les Toits. Romain de Soi. Voilà, c'est les seules existences de procédures qui existent. Mais il n'y a pas eu d'antennes qui ont été retirées ou, renseignements retirés, oui, mais c'est le principe de précaution. Mais dans la réalité de constatation de problèmes de santé, info datant d'il y a un peu plus de 3 ans, rien. Non, mais je rajouterais effectivement, parce que j'ai eu la chance aussi de travailler précédemment chez un grand constructeur, Nokia, pour ne pas le citer. Donc, on a eu, qui était dans l'infrastructure et dans la téléphonie mobile, il n'y a aucune étude, on va dire, sérieuse, effectivement, qui relate des problèmes. Après, comme l'ont très bien dit Ronan et Sébastien, on a tous des sensibilités aux ondes différentes. Donc, voilà. Le premier sujet, quand même, c'est faites attention plutôt au terminal et au smartphone, qui est souvent plus générateur à l'oreille, et donc notamment au fameux coefficient d'absorption, qui est un indicateur très important, notamment pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment un sujet quand même qui est plus important. Vous avez sûrement beaucoup plus d'ondes qui passent directement quand vous avez un téléphone à l'oreille qu'une onde liée à votre antenne, sachant que l'antenne qui est sur votre toit, elle émet partout, sauf dans l'immeuble. Pourquoi ? Parce que les ondes, effectivement, sont plutôt horizontales et ne vont pas effectivement. Donc, honnêtement, bon, et pour finir de manière un petit peu plus laconique, voire ironique, et les associations que citait Cédric, il y a eu des procédures, des procès de gens qui pensaient avoir eu un problème, une maladie et autres, et on a été jusqu'au bout, et puis au bout, il y a l'opérateur qui a dit, au fait, on voulait vous dire que l'antenne, elle n'a jamais été activée. Donc, c'est vrai qu'il y a ces histoires-là aussi. Il y a beaucoup de leurres, il y a beaucoup d'antennes aussi qui sont des leurres, il faut le savoir. Je vous l'évoquais tout à l'heure en disant qu'il y avait 33 000 sites 5G qui sont déclarés, il n'y en a que 24 000 opérationnels. Donc, vous pouvez avoir une antenne 5G sur votre toit, on peut vous payer un revenu pour cette antenne, mais néanmoins, l'opérateur, pour les raisons qui lui sont propres, ne l'a pas encore activée, soit des raisons techniques, soit des raisons d'autorisation, soit des raisons de maillage par rapport à son ingénierie radio et autres. Donc Anne-Marie nous dit, au niveau de la santé, vaut-il mieux avoir une antenne sur notre toit ou sur le toit de l'immeuble d'en face ? Donc, c'est Francis 1, voilà. Allez, Francis. Je donne un élément de réponse. Après, tout ça n'est pas une antenne, elle n'est pas non. Enfin, oui, mais mieux vaut qu'elle l'ait sur son toit, effectivement, et qu'elle vienne nous voir. On sait qu'elle, C'est la même chose, hein, c'est qu'il y a un effet parapluie. Oui. Donc finalement, celui qui est le plus protégé de l'antenne, c'est celui qui est en dessous, parce qu'il ne reçoit pas les ondes. C'est ça. Moi, j'en ai une en face de chez moi. Bon, adieu. Bon, enfin, ah oui, Cédric, là, pour le coup. Non, mais c'est d'autres problèmes. C'est la 5G en plus. Bon, alors, on a eu une petite question pour Cédric. J'espère qu'il va pouvoir nous répondre. Alors, je reviens sur les questions qu'on nous a envoyées au moment de l'inscription. Il y avait quelques petites questions sympathiques. Donc, il y avait Bruno qui nous demandait quelles étaient les démarches pour supprimer le contrat avec Numéricable, qu'il a eu au niveau de sa copropriété, tout en maintenant l'accès à la TNT. Alors, sachant que cet abonnement tient plutôt de la... Ah oui, bon, ça c'est ce qu'il dit, de la rente à vie, et non d'un besoin, car tous les copropriétaires ont accès à la fibre. Voilà. Oula. Cédric. Moi, je propose une réponse individualisée. Vous m'envoyez son adresse et je m'engage à y répondre. Parce que là, c'est compliqué. Ouais. C'est un peu... D'abord, il faut savoir le nombre de logements. Il faut savoir quelles prestations sont délivrées, et puis de dire tout le monde à la fibre, ça reste à voir. C'est bon. D'accord. Assez pathétique. Donc il veut se débarrasser de Numérica parce qu'il a la fibre, mais il pense que ça fait double emploi, c'est ça. Et puis il paye les deux. A priori, ce dont il veut se débarrasser, c'est le service antenne. Oui. Donc le service antenne, normalement concerne un certain nombre de gens dans sa copropriété. Ok. Parce que ça, on peut pas décider que moi je paye pour ce service et un autre ne paye pas s'il n'en a pas besoin.
Tout le monde paye là pour le coup. Oui, tout le monde paye, hein, ça. D'accord. Donc là, pour les risques, concernant la 5G sur une terrasse d'immeuble, bon, on en a peut-être un petit peu parlé. Elle veut savoir s'il y a des moyens de mesurer quand même dans les appartements. Alors, je ne sais pas de quel risque elle parle, mais je pense que c'est des ondes et des fréquences. Savoir si ça reste dans une mesure correcte et convenable. Est-ce qu'on peut, à titre individuel, faire une démarche pour faire une mesure dans son appartement? En tout cas, l'ANFR, lorsqu'ils ont fait oui, pourquoi l'ARCEP, l'étude, ils ont fait 3000 mesures. Donc, on parle bien de mesures. Après, il y a différentes choses. Au niveau des équipements, bien évidemment, il y a le DAS qui se mesure. Et après, au niveau des ondes, alors, je ne me rappelle plus le nom de l'équipement, mais il y a quelque chose, et la mesure, ça se fait en volts par mètre, quelque chose comme ça. Après, moi, je suis incapable de l'interpréter, mais les mesures, ça se fait, bien évidemment. Vous avez un site qui est très très bien fait, qui est le site qui s'appelle Carto Radio. Vous tapez tout simplement l'adresse de votre site et vous aurez les renseignements pour répondre à la personne, à savoir qui est installé, quel opérateur, combien et ceux qui sont actifs. D'accord. Ça, c'est très Carto Radio. Très bonne... Donc, c'est effectivement, comme le disait Cédric, c'est un service en fait de l'ANFR et donc c'est le voilà. Vous l'avez là. Bravo, super. Voilà. Ah, top. Oh là là. Oh là là, quelle réactivité, quelle réactivité. Oh là 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 là. Ah, Sébastien, là, j'en reviens pas. Ah, c'est trop fort. Ok, donc c'est cartoradio.fr. Cartoradio.fr. Voilà. Exactement. Eh bien, ça, c'est super. Merci beaucoup. Comme ça, pour leur donner encore un peu plus envie, peut-être, Francis, une antenne sur un toit, ça peut rapporter combien? Oui, non, mais bon, un ordre d'idée. Tout dépend. Aujourd'hui, l'opérateur, il a une zone de chalandise sur son antenne avec ce qu'on appelle un ARPU, c'est-à-dire un revenu par utilisateur. Et donc, en fonction du nombre d'utilisateurs, son antenne, elle va générer un certain chiffre d'affaires. Et donc, à partir de ce chiffre, effectivement, il y a un certain nombre de calculs qui sont faits et donc un loyer qui est… Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est pas pour pas répondre, c'est pour expliquer que malheureusement, il n'y a pas un loyer. Il est clair que quand on est sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, on est sur des loyers à plusieurs dizaines, plus près des 100 000 euros que des 50 000 euros à l'année. À l'inverse, quand on est sur un site, je dirais moyen dans Paris, on est à 18-20 000 euros, mais on peut descendre à 10 000 euros quand on est sur des sites où effectivement il y a moins de monde et dans des quartiers, on va dire, moins denses. Est-ce que ça joue aussi? Par exemple, là, on a parlé de Paris, mais on a des invités là qui ne sont pas du tout sur Paris, qui sont sur d'autres villes, d'autres métropoles en France. Est-ce qu'il y a une cote des antennes selon la ville où on se trouve? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de cote d'antenne véritablement. Il y a une logique, on va dire, financière, mais il n'y a pas vraiment de cote. Tout simplement parce que si l'opérateur a déjà un autre site à côté sur lequel il mutualise avec un autre opérateur, il va être moins généreux sur le premier site. Si on est sur des terrains, effectivement, parce qu'on ne met pas des antennes que sur des terrasses, mais aussi sur des terrains, c'est moins généreux, je dirais, sauf que sur certains terrains, on a un pylône qui va très très haut et qui peut arroser toute une ville. Donc là, ça devient à l'inverse plus intéressant. Donc, tout ça pour dire que malheureusement, il n'y a pas de règles et malheureusement, quasiment chaque site doit être étudié. Bon, il y a des fourchettes, bien évidemment, mais doit être étudié au cas par cas. Donc, ce n'est pas comme les prix de l'immobilier, on ne gagne pas plus à Paris qu'ailleurs, non? Ah si, on gagne quand même plus à Paris. Quand même. Je me disais aussi, au prix du mètre carré, ça serait quand même embêtant parce que la terrasse, ça vaut cher quand même au mètre carré, la terrasse. Tout à fait, en location, ça vaut cher. Tout à fait. Non, mais bien sûr, sur les grandes villes, les prix sont plus près effectivement des 10-15 000 euros que j'évoquais tout à l'heure, alors que sur les communes plus petites, on est plutôt entre les 5 et les 10 000 euros. Oui, mais enfin, cela dit, ça va valoir un certain prix à Deauville aussi, par exemple. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est pas que, après, vous avez des endroits avec le site géographique, c'est la zone de chalandise. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Cédric.
Il y a Et des d'ailleurs, je ferai un avis spécialiste dans les prochains jours. Parce que là, on a parlé de Neuilly et de Deauville, donc, Ouais. donc déjà, Vous êtes dur avec moi. on situe. Alors, il y a Olivier qui nous demande, alors ça, c'est quand même une question auquel on peut s'attendre aussi pour Francis, hein. Qu'est-ce qui nous garantit que l'opérateur restera sur la terrasse à la reprise du bail par votre société? Ah. Il y a deux options. Soit l'opérateur veut partir et il partira quoi qu'il arrive, mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. Les opérateurs ont vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés, comme nous d'ailleurs, à trouver de nouveaux sites à l'endroit où ils veulent aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simple. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 60-65 000 sites. On devrait passer à 80 000, 90 000 dans les 4-5 ans qui viennent quand même. Donc, la recherche est plutôt à trouver de nouveaux sites. Donc, ce n'est pas pour partir. Donc, ça, c'est la première logique, je dirais, assez commerciale. La deuxième, elle est que pour quitter un site, malheureusement, pour l'opérateur, c'est très, très compliqué. Non seulement, il faut qu'il déménage l'ensemble du matériel qu'il a mis, mais après, il faut effectivement qu'il recale tout son plan effectivement de fréquence de couverture, et puis il faut qu'il trouve un autre site à côté. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez un site, vous changez effectivement la couverture. Donc tous les premiers abonnés qui étaient effectivement couverts se retrouvent non couverts. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à la concurrence. À l'inverse, quand vous arrivez sur une autre partie de couverture, vous arrivez avec des abonnés qui, eux, sont déjà couverts. Donc, en déménageant, vous avez beaucoup plus de chances de perdre pour l'opérateur des revenus et de perdre des coûts effectivement de déménagement d'infra. Donc aujourd'hui, ça se fait très très peu. Il y a très peu d'opérateurs. Vous verrez très très peu de déménagements dans vos copros d'opérateurs qui partent. Bon, voilà, je pense qu'on a répondu à cette question que nous posait Olivier. Bon, je pense que s'il y a encore des questions, on vous les enverra. Maintenant, ce que j'ai l'habitude de faire, donc on va le faire quand même assez rapidement, c'est le mot de la fin pour chacun, la conclusion. Et puis voilà, si vous avez oublié de dire quelque chose, c'est le moment. Donc, je vais redonner la parole à chacun. Merci Isabelle, merci Gladys. Bon, c'est tout? C'est tout. Bon, c'est court, comme ça, les autres auront plus de temps pour discuter, alors pour parler. Absolument. Alors, Ronan, pareil, mot de la fin. Alors, mot de la fin, si on est sur la 5G, forcément la 5G, il y a des risques potentiels de perturbation sur la TNT, on en a parlé tout à l'heure, mais la 5G, c'est également des opportunités. La 5G, c'est une nouvelle étape de développement des réseaux mobiles et ça va ouvrir des nouvelles possibilités pour les services de communication et notamment l'Internet de l'objet. Pas seulement au niveau individuel, mais également au niveau collectif, donc pour les copropriétés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des normes internationales qui existent, qui définissent justement le concept de smart building, et que dans ce cadre-là, on développe des solutions technologiques qui sont pensées justement pour les copropriétés et qui permettront d'apporter de nouveaux services à valeur ajoutée pour tout le monde. D'accord. Bon, effectivement. Donc ça sera à suivre aussi, à voir l'évolution et ces nouveaux services qui vont arriver dans les copropriétés. Sébastien, mot de la fin. Idem, pareil, nous sur la technologie fibre optique, l'évolution de tous ces marchés-là, enlever les paraboles qui sont dégueulasses sur les immeubles, sur les façades, l'interconnexion s'il y a plusieurs paliers d'entrée, s'il y a plusieurs bâtiments. Voilà, cette technologie-là vient également en plus de la 5G. La 5G, on va plutôt parler de captation et la fibre optique de distribution interne. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées. Et merci également. Voilà. Pour cette, super. Alors, je rajouterai un petit mot à la fin. Francis, le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est dire si vous avez la chance d'avoir un site, une ça bloque. Ouais, il a des petits soucis. Si vous avez besoin de ces services et que vous avez un toit terrasse à équiper ou vous voulez gagner plus grâce à la location des
surfaces qui sont sur au-dessus de votre immeuble, Francis est là pour vous. Hein. Vous avez son adresse mail et puis on vous distribuera ses coordonnées. Donc voilà, ce que je voulais juste dire avant de vous quitter, c'est que tous les intervenants de ce soir ont préparé des petites présentations, des slides, et qu'on n'avait pas forcément le temps ce soir de tout diffuser parce que bon, il y a des schémas techniques, il y a des explications, il y a beaucoup de choses qui viennent en plus de ce qu'ils ont dit et qui vont aussi être très intéressantes à consulter. Donc, avec leurs coordonnées, bien entendu, si vous voulez les contacter directement. Donc, on va vous diffuser ces présentations, ces supports. Autre chose aussi, effectivement, ce soir, on ne pouvait pas parler de tout et vous avez compris que les intervenants de ce soir n'étaient pas des opérateurs, hein, je le rappelle. Donc, ce sont des installateurs, des fabricants de matériel pour installer la fibre, installer les relais 5G, mettre des antennes sur les toits, etc. Donc, ce n'est pas du tout des opérateurs. C'est pour ça qu'on n'a pas évoqué ce soir les problèmes d'installation dans les parties communes. On n'a pas parlé des branchements individuels. On n'a pas parlé des problèmes électriques dans les armoires qui sont sur vos paliers. On n'a pas parlé des abonnements, on n'a pas parlé de plein de choses, mais ce n'était pas forcément les personnes qui pouvaient le mieux vous répondre pour ça. Donc voilà, on a trouvé un panel de professionnels et d'experts qui nous ont appris plein de choses intéressantes et passionnantes, mais c'est peut-être un peu moins concret pour vous que ce qu'aurait pu vous vendre un opérateur plutôt qu'un autre. Et là, on aurait été un peu dans l'embarras parce qu'il aurait fallu les faire venir tous ou aucun. Et c'est le cas, c'est ce qu'on a choisi parce que c'était compliqué. Sinon, c'est vraiment là, c'est de l'argument commercial. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué de choisir entre l'un et l'autre et de vous dire celui-là est meilleur que celui-là. D'ailleurs, nous n'avons pas parmi nos partenaires d'opérateurs, donc comme ça, c'est réglé. Je vous dis à tous au revoir, hein, parce qu'il faut bien se quitter. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Je pense que chacun a envie de rentrer chez soi et il est déjà tard. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Je remercie nos intervenants de ce soir, nos experts qui nous ont beaucoup aidés. Je remercie Gladys qui est restée avec nous jusqu'au bout et qui a regardé tous vos messages également et qui a essayé d'y répondre. Je remercie également tous ceux qui étaient là et qui sont restés et qui ont posé toutes ces questions passionnantes. Voilà, je remercie Cédric tout particulièrement, Cédric Davy qui m'a aidé à organiser ce webinaire parce que je ne suis pas forcément experte dans ce domaine et ce n'était pas facile pour moi. Donc, merci beaucoup Cédric. C'est moi qui vous remercie. Voilà, un plaisir. Vous avez mis en relation et vous avez fait en sorte que toutes ces personnes très compétentes soient là avec nous ce soir et ça pour moi c'est super. Donc voilà, je suis très très reconnaissante. On continue. Et on continue, exactement. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.